Bonjour Fanny Britt Bonjour. et bienvenue donc au Festival international des écrits des femmes de Saint-Sauveur en Puisaye, donc un festival organisé par l'association La Maison de Colette. Donc vous êtes avec nous pour une petite discussion sur votre œuvre et voilà, vous êtes une vraie créatrice, on va dire, qui une touche à tout en fait. Vous avez commencé par l'art dramatique, vous avez ensuite fait de la littérature jeunesse, des romans, vous avez aussi des émissions de radio, des essais. Donc on va voyager à travers votre univers. Et moi, j'avais envie de commencer par la chronique en fait que vous tenez sur Radio-Canada. Donc l'éducation de Fanny Britt. Avant ça, il y avait une autre chronique, enfin comment survivre aux autres. C'est Et ça. je voulais savoir, voilà, qu'est-ce que vous transmettez dans cette chronique, sachant Mm. que vous avez été pendant un temps dans un festival aussi qui essayait de faire connaître la jeune création dramatique donc canadienne. Oui, le Festival du Jamais lu qui se spécialise dans les lectures publiques, les mises en lecture publique de textes de théâtre inédits, surtout de la relève. Euh, quand l'émission Plus on est de fous, plus on lit m'a approché pour faire des chroniques, parce que c'est à cette émission-là pour laquelle j'ai écrit des textes que j'ai livrés moi-même pendant 4 ans, euh, j'avais envie de, j'avais envie de parler de littérature, mais de la manière dont la littérature peut pas seulement nous modeler, mais aussi nous sauver, nous faire comprendre le monde, nous faire comprendre l'actualité, puis nous permettre aussi d'avoir un regard plus ample, plus profond aussi sur les enjeux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de leçons d'empathie dans la littérature en général. Fait que j'essayais toujours d'approcher certains des sujets des choses euh, très existentielles comme ce que j'ai appris du mariage, par exemple, jusqu'à des choses beaucoup plus dans l'air du temps comme ce que j'ai appris de Kanye West. Mais quand j'ai parlé de Kanye West, c'est une façon de parler de la fin de vie, de la démence de ma grand-mère. Parce que je faisais des liens entre les deux, dans le refus de vivre dans la réalité. Je voyais des liens entre les deux. Mais pour moi, c'est comme si toutes ces choses-là m'habitent de toute façon. Je pense que j'ai une tête qui est organisée comme ça, où j'absorbe à toutes les sources. Comme vous avez dit, j'écris déjà dans plusieurs médiums. J'ai l'impression d'être une experte en rien, mais mon grand-père irlandais disait ça beaucoup. Jack of all trades, master of none, qui veut dire donc valet à tout faire, mais roi de rien. Donc, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Euh, mais ce que ça m'apporte de bien, c'est une espèce de... une espèce de... J'ai l'impression d'approcher les choses de manière globale. J'ai l'impression que ça m'aide, en tout cas, moi, à traverser le monde. Alors, vous dites que vous êtes experte en rien, mais vous avez quand même fait des études dans une école dramatique, hein. Vous êtes diplômée voilà, en études dramatiques et vous avez donc commencé votre carrière en écrivant du théâtre. Et si on doit parler de sujets, un des sujets qui a l'air de ressortir quand on regarde votre production, c'est le thème de la solitude, qui est extrêmement présent, aussi bien dans Onepai, hein, qui est votre première pièce en 2003 sur un bar de danseuses dans la Haute-Gatineau. Couche avec moi, c'est l'hiver. J'adore les titres. L'histoire de 5 jeunes adultes voilà, qui s'ennuient dans l'hiver montréalais. Il y a aussi cette pièce Enquête sur le pire qui est autour on est plongé dans la tête d'une femme qui est un peu folle, qui pense à son amour perdu, sa mère qui est morte, et jusqu'à plus récemment Hôtel Pacifique, qui a l'air splendide, j'aimerais tellement le voir. Là, on est dans un hôtel avec 3 couples qui sont chacun donc dans leur bulle, dans leur chambre d'hôtel et qui voilà, se questionnent aussi sur ce que c'est que l'amour. Il y a un couple qui ne se parle pas. Enfin bref, on a l'impression que la question de la solitude, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vrai. Puis c'est vrai que le théâtre, c'est disons, ma première spécialité, là. C'est vrai que c'est dans ce domaine-là où je me sens le moins imposteur, disons. Mais oui, ce que je trouve intéressant, c'est que
ce sont aussi mes pièces les plus anciennes, les pièces que vous avez nommées. Donc, pour moi, c'est les pièces de ma vingtaine. Je pense que j'étais très habitée par la solitude, l'incommunicabilité des choses, la difficulté de se rendre vers l'autre. Je pense que j'étais aussi, comme j'étais dans les premières années de ma pratique d'écriture, je pense que c'est une question que je posais à l'écriture aussi. Comment on fait pour communiquer par l'écriture, mais comment on fait pour communiquer de manière plus large? Moi, je suis quelqu'un de très, à la fois introverti, mais aussi verbomotrice. Donc, c'est un bizarre de mélange. Un peu maladroit par moment, mais qui, je pense, trahit ce désir de communiquer. Et en même temps, cette peur du rejet, cette peur du désamour, cette peur du désaveu. Donc, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup habité. Puis quand on continue dans mon parcours théâtral, il y a comme une espèce d'évolution qui s'est faite vers la responsabilité de cette voie-là. Comme une fois qu'on a trouvé une façon de communiquer ou qu'on a fait sa place dans le monde, que ce soit dans l'intime, dans la sphère intime de la famille ou en société, qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette voie-là? Comment on l'utilise pour le bien? On dirait que c'est comme si mes préoccupations sur la solitude ont évolué vers ça après, mais ça reste toujours, je pense, la même question de fond qui est celle de comment on fait pour aller vers l'autre. Oui, vous parlez peut-être de votre pièce Bienveillance, qui avait l'air de poser effectivement une question assez éthique, hein, l'histoire d'un avocat qui refuse de plaider contre un ami d'enfance et qui retourne le voir dans le village, la ville, peut-être imaginaire, j'imagine, qui s'appelle Oui, Bienveillance. exact. Là, c'est ça, cette question que vous posez, la question du bien. Oui, exact. C'était vraiment la question que le personnage lui-même se posait, c'était le jour où j'ai voulu être bon, c'est le jour où j'ai commencé à causer le plus de chaos autour de moi parce que je pense qu'il y a souvent en tout cas, ça, c'est mon postulat sur lequel je reviens tout le temps, qui m'obsède un peu, c'est cette idée que euh, nos désirs personnels et nos intérêts personnels entrent très souvent en opposition avec nos valeurs ou ce qu'on voudrait être nos valeurs. Je trouve que c'est un problème général dans l'époque dans laquelle on vit, où on fait souvent passer notre intérêt personnel devant le bien commun. On l'a vu évidemment avec la pandémie, de quelle manière ça s'est manifesté partout dans le monde. Donc, ça continue d'être une question ouais, qui m'obsède. Ouais. Alors, je vous parlais tout à l'heure du festival donc, que vous avez créé hein, pour encourager, pour faire connaître la jeune production donc, dramatique québécoise. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est facile de se lancer en tant que jeune dramaturge, jeune metteur en scène aussi de théâtre au Québec? D'abord, il a été fondé par Marcelle Dubois, qui en est toujours la directrice artistique. Moi, j'ai été vraiment là dans les premières années comme soutien de toutes sortes. J'ai été comme auteur, d'ailleurs, d'abord comme jeune autrice de théâtre qui sortait de l'école au départ, mais tout le monde était jeune, tout le monde était quelqu'un qui sortait de l'école à l'époque dans ce groupe-là. Et en fait, l'évolution du festival nous montre à quel point la scène théâtrale québécoise a explosé dans les 20 dernières années. Le festival a eu 20 ans justement cette année. Bon, au départ, on faisait ça dans un petit café qui était en face de l'École nationale de théâtre. C'était assez confidentiel là, comme festival dans des toutes petites salles avec très peu de gens qui étaient au courant. Bon, dans les dernières années, ils ont fait un Jamais lu Paris, ils ont fait un Jamais lu Québec. Il y a beaucoup de liens maintenant avec des auteurs de la francophonie. Ça s'est déployé vraiment depuis, en tout cas, les 10 dernières années, vraiment, le festival a pris une tournure beaucoup plus foisonnante. Puis je pense que c'est vraiment à l'image de cette relève théâtrale. Moi-même, je me sens
plus du tout dans la relève théâtrale à l'âge que j'ai. Je me sens un peu comme une... Maintenant, je me sens de l'autre côté, là. J'ai l'impression d'accueillir les jeunes, puis d'être comme « Oh, vous êtes merveilleux, les jeunes, les enfants! » Même si on reste dans la relève longtemps au Québec, là, on continue. J'ai un ami auteur de théâtre qui est directeur artistique du CATSU, Olivier Kemed, qui dit souvent bon, on nous traite encore de jeunes auteurs, c'est plus possible, on a 45 ans, c'est terminé. Il faut laisser justement la place à ces nouveaux auteurs-là. Ce que je vois en tout cas, c'est que dans les dernières années, il y a eu un vrai... comme le Québec est petit, comme le monde théâtral est encore plus petit à l'intérieur de ce petit monde-là, c'est vraiment comme une famille. Donc, avec ce que ça a de formidable et ce que ça a de pénible. Et ce que ça a eu de formidable dans les dernières années, c'est que tous ces questionnements autour de la place des femmes sur les scènes en tant que créatrice, pas seulement en tant qu'interprète, donc dans les postes décisionnels, les directions artistiques, les auteurs, les metteurs en scène, toute cette conversation-là qu'on se devait d'avoir. On a réussi à les avoir, je pense, parce que c'est un monde qui est si petit, puis que ça a été comme incontournable. Donc, il y a un collectif qui est né qui s'appelait Femmes pour l'équité en théâtre, qui est né il y a quelques années et qui a fait un recensement de tout ce qui se faisait sur les scènes au Québec, dans chaque théâtre, pour voir le pourcentage de textes de femmes et de mise en scène de femmes versus des textes d'hommes. Et on a constaté évidemment qu'il y avait des lacunes un peu partout, avec des endroits où il y avait plus de lacunes que d'autres. Et le collectif est allé rencontrer toutes les directions artistiques. Et cette conversation-là, elle a eu lieu vraiment en groupe. Et dans les dernières années, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Il y a une ouverture qui s'est faite. Et là où on spécialisait le théâtre des femmes comme si c'était un genre en soi, le théâtre des femmes, comme on parle de littérature des femmes, tout à coup, là, cette question-là est tombée. On a réussi à faire tomber cette question-là dans les dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on trouve une quantité, une place pour le théâtre des femmes. Puis comme il y a beaucoup de jeunes femmes qui écrivent au théâtre, je pense à Rebecca Deraspe, à Annick Lefebvre, qui ont déjà eu des productions en France, qui s'en viennent aussi au Théâtre de la Colline. Qui sont des jeunes autrices très dynamiques on dirait qui ont moins peur de prendre, je pense, leur place que les femmes de ma génération qui avons peut-être été plus timides à revendiquer cette place-là, en se disant toujours, ah ben, l'important, c'est que les textes soient bons. S'ils ne nous prennent pas, c'est parce que nos textes ne sont pas bons. Et, on était très habités par ces biais-là nous-mêmes. Ces filles-là ont comme un peu cassé cette vieille perception. Idem pour les metteurs en scène qui sont maintenant, qui ont vraiment les femmes metteurs en scène ont pris une place prépondérante dans les dernières années. Donc, il y a vraiment comme une ouverture. Je pense que c'est une scène qui est très vivante. On le voit d'ailleurs parce que, comme moi, je suis traductrice de théâtre aussi, puis j'ai traduit beaucoup, beaucoup de pièces britanniques, anglaises, américaines dans les 10 premières années de ma carrière et de moins en moins ces dernières années. Puis c'est le reflet, je pense, de la vitalité de la création. En fait, on sent qu'on ressent moins le besoin de traduire des pièces de l'anglais, qui était vraiment l'espèce de... On dirait que c'était comme notre modèle, le modèle anglo-saxon du théâtre. On dirait qu'on ressent de moins en moins le besoin d'en traduire parce que la création prend de plus en plus de place, ce qui est une bonne nouvelle, mais comme traductrice, ça me manque des fois, mais j'en fais encore, mais moins qu'avant. Oui, j'imagine effectivement que ça doit vous manquer. Mais vous, d'ailleurs, vous avez en fait fondé votre théâtre. C'est ça, hein, en 2008, cofondé avec deux autres personnes, le théâtre Oui, Debout. le théâtre debout, oui, mais c'est des compagnies qui n'ont pas de lieu. En fait, il y a beaucoup ça. Donc, ici, c'est une façon, c'était une façon à ce moment-là. La compagnie, on ne l'utilise plus maintenant. C'est comme si ce besoin-là était moins présent, mais à l'époque, quand on l'a fondé, c'était vraiment une façon pour les créateurs de prendre les décisions et de proposer des spectacles à des institutions. C'était une façon pour notre génération de prendre notre place dans le théâtre qui, à ce moment-là, était encore... les théâtres étaient dirigés
par des gens vraiment de la génération qui nous précédait largement. Et donc, il y avait peut-être peur de nos propositions. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu des hommes et des femmes orchestres, là, ici, qui sont auteurs, metteurs en scène, producteurs, acteurs, bon, tout ça. Donc, c'est ce qui nous permet, dans un si petit marché, de faire nos choses, puis d'essayer d'en vivre à peu près. Alors après, donc le théâtre et même pendant le théâtre, vous avez commencé à écrire des livres pour enfants. Donc d'abord une série autour du personnage de Félicien, donc à partir de 2009. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer comme ça dans la littérature jeunesse? Mm. Mais j'ai eu des invitations, donc justement de la courte échelle pour Félicien et surtout des éditions de la Pastèque pour mon premier roman graphique, Jane, le renard et moi, qui a été vraiment déterminant dans mon parcours. Je dirais que dans le cas de Félicien, c'était le fait d'être mère moi-même. À ce moment-là, mon garçon, mon fils aîné avait 7 ans, là, justement, à peu près. Et j'avais envie d'écrire pour lui. J'avais envie qu'il comprenne ce que je faisais dans la vie aussi, parce qu'à ce moment-là, c'était très abstrait pour lui, le théâtre pour adultes. Là. Je ne l'avais pas nécessairement dans mes pièces où il y a beaucoup de sacres québécois et beaucoup de... Bon, en tout cas, mes premières pièces, surtout, ils étaient quand même assez trash. Sur le langage, donc je ne l'amenais pas voir mes pièces. J'avais envie d'écrire pour lui, de raconter un peu le monde à travers ses yeux. Puis pour ce qui est de Jane, le renard et moi, comme c'est une histoire qui est très autobiographique, où j'avais envie d'aborder mon propre parcours face, encore une fois, à la littérature, on revient toujours à ça, mais justement, donc quand j'avais une dizaine d'années, j'ai vécu un moment comme d'exclusion et d'intimidation à l'école, puis ce qui m'a sauvée, c'est de tomber dans les Sœurs Brontë, puis de lire Jane Eyre, et j'avais vraiment envie de transmettre cette idée si je pouvais, s'il y avait un enfant qui lisait ce livre-là pour qui ça allait faire un déclic, que la littérature pouvait l'aider à passer à travers, parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix quand on vit ça, de juste passer à travers. Il faut traverser le moment. Cette solitude-là peut être brisée par l'accompagnement de la littérature. Donc, j'ai eu envie de transmettre ça à travers un livre illustré. Oui, donc du coup, on retrouve effectivement les thèmes de la solitude, mais de la littérature aussi qui peut sauver, que finalement on aborde depuis le début et qui sont aussi dans vos chroniques Oui, à tout la à fait. radio. Mm. Oui, c'est vrai. Et ensuite, vous avez poursuivi, donc cet album illustré, c'était avec Isabelle Assero, c'est ça? Arsenault, oui, Arsenault. Arsenault. Mhm. Ensuite, vous avez poursuivi avec elle, avec Louis parmi les spectres. Et là, c'est aussi un roman, enfin un livre, un roman graphique pour enfants, mais qui traite de thèmes assez difficiles, puisque le Mhm. père de Louis est un alcoolique. Oui. Mais moi, je me suis fait demander quand même plusieurs fois pourquoi je choisissais des thèmes durs ou sombres dans la littérature jeunesse que j'écris. Puis, je- moi, je ne sais pas si c'est des thèmes sombres autant que les choses de la vie. Donc, j'ai j'ai le sentiment très fort, puis en voyant mes enfants grandir, je le constate aussi, puis en me rappelant très bien comment moi je me sentais quand j'étais petite, euh, que les choses qui nous préoccupent enfants sont les mêmes choses qui nous préoccupent adultes. Je pense qu'on a peur de mourir, on a peur d'être seul, on veut comprendre, on veut apprendre à aimer, on veut être aimé, on veut trouver qui on est. Euh, on croit à la justice ou on cherche la justice. Je pense que ce sont tout à fait les mêmes préoccupations. Et je pense que ça intéresse les enfants de parler de ces grandes questions-là. Évidemment, je pense que l'idée, c'est pas non plus de les traumatiser avec des trucs qui sont pas adaptés à leur niveau de compréhension, mais je pense que quand on se met dans leur peau, puis qu'on se rappelle comment nous, on se sentait, puis qu'on n'essaie pas de leur enseigner ces choses de la vie-là, mais plutôt de les nommer, en fait, juste de les nommer pour pouvoir les accompagner, puis qu'on s'entre-accompagne là-dedans, parce que moi, mes enfants m'apprennent plein de choses aussi, même sur moi-même. Je pense que ça peut être Je pense que ça peut aider beaucoup. Moi, j'essaie de, de penser à ce qui m'a aidé quand j'étais petite à comprendre le monde, puis ça passe beaucoup par les livres qui se détournaient pas comme des vrais sujets ou des vrais enjeux. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant aussi quand on regarde votre parcours, c'est que vous arrivez assez tardivement à écrire un premier roman, Oui. donc Les Maisons, bah, en 2015. Euh, un roman qui va aborder, enfin revenir en fait sur ces thèmes de la solitude, le thème du couple aussi, qui était un thème Mm. de Hôtel Pacifique, à travers on va dire un petit peu, alors c'est pas les 24 heures dans la vie d'une femme, mais c'est les 3 60 jours, ouais, à peu heures. près, ouais. Une femme qui a été recontactée par un amour de jeunesse et qui a l'impression tout de suite qu'elle le trompe parce qu'il lui fixe un rendez-vous et qui revisite un peu comme ça la femme qu'elle a été. Alors ce roman a été comparé à ce que peut écrire quelqu'un comme Rachel Cusk, qui Ouais, effectivement, ouais. bah écoutez, vraiment. Ouais, En tout cas, on est dans une écriture de l'intimité, de la ouais. vie domestique, comme on dit, de ses travers, de ses pièges. Et donc, qu'est-ce que ça change pour vous d'aborder ces thèmes Mhm. par la fiction et non plus par le théâtre? Mm. Euh, ben alors, pour moi, le roman, c'était ce qui était le plus intimidant parce que c'est comme c'est vraiment c'est ma passion de jeunesse, là, le roman, ce que le roman, puis ce que le roman contemporain m'a fait quand je l'ai rencontré, peut-être vers 15-16 ans, euh, ça a été un vrai, vrai choc quand j'ai compris que l'écriture romanesque pouvait aussi être un peu subversive dans sa forme ou déconstruite ou fragmentée. J'ai vraiment eu une espèce de révélation. Ce que ça me faisait, c'était profond. Ça me faisait quelque chose de profond. Donc, j'ai toujours eu cette ambition-là d'écrire des romans. J'avais je pense, une affinité naturelle avec le dialogue parce que même enfant, adolescente, j'allais dans une école primaire et secondaire ici à Montréal qui est axée vers les arts de la scène. Donc, je faisais du théâtre quand j'avais 10, 12, 15 ans, tout ça. Donc, il y avait quelque chose dans le dialogue qui me collait à la peau, qui était naturel pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour moi d'écrire des pièces de théâtre, là, loin de là, mais c'était un peu comme un genre de langue maternelle pour moi. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant que j'arrive au roman, parce que j'étais très, très intimidée. J'avais peur de ne pas être capable de juste écrire 250 pages. Ça me semblait comme, oh mon Dieu, j'y arriverai jamais. Euh, mais quand cette histoire-là est arrivée dans ma tête, c'était après l'écriture de mon premier essai qui s'appelle Les tranchées, qui parle de questions autour de la maternité, mais dans un angle féministe. Et il y avait tout le fil de la colère des femmes, de la colère d'une mère que j'avais senti que j'aurais voulu explorer plus dans les tranchées. Et c'est ce personnage de femme fâchée et très en conflit avec elle-même qui m'est apparu. Puis ça m'a semblé clair dès le début que ce serait un discours très intérieur et que c'était pas donc la scène qui l'attendait, cette femme-là. J'avais besoin, dans le processus d'écriture et dans la manière dont ça allait être communiqué, que ça se passe dans la plus grande intimité. Donc, vraiment, une personne seule avec son livre euh, qui le reçoit vraiment dans un rapport d'intimité. Et c'est là, en fait, que j'ai fait, ah ben voilà, je pense que ça y est, je pense que là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans l'écriture romanesque. C'est un roman qui est au jeu, qui est au présent, qui est encore proche du monologue. Donc, je sens que je suis encore. Je me, je me collais un petit peu encore à mes racines pour m'aider à me donner le courage. Mais je pense que c'est pour ça que la forme du roman s'est imposée cette fois-là. Oui, vous dites, je me collais encore à cette forme effectivement du monologue. Donc c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'on a l'impression en vous écoutant que ce serait par exemple impossible d'imaginer une adaptation sur scène de ce roman Les Maisons. Alors que c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Ouais. Et ensuite, effectivement, votre second roman qui est Mm. apparu en 2020, Faire les sucres. Alors là, on est dans quelque chose à la troisième personne.
Un couple de privilégiés, assez insupportable. Tout à fait insupportable. Enfin, tellement révélateur de choses qu'effectivement j'ai pu, enfin voilà, que je peux penser, que j'ai pu constater, donc sur le confort matériel et le fait de penser Ouais. que c'est plus important que le reste. Donc Adam et Marion, lui c'est un chef cuisinier star comme on en a aussi en France, avec Mhm. des émissions télé, qui a plein de restaurants où il n'a pas le temps de cuisiner. Elle, donc c'est ça, c'est une deuxième union. Il a des enfants d'un premier mariage. Et bon, elle fait un peu de tout pour lui, hein, donc jusqu'à effectivement organiser des vacances qui lui conviennent à Martha's Vineyard, qui est le lieu enfin, des vacances de privilégiés plutôt new-yorkais. Et donc, Mhm. ils vont là-bas, il y a un accident de voiture, et à partir de là, leur vie bascule. Adam va donc par le biais de cette famille, dont effectivement, enfin, qui est liée à cet accident, se mettre à s'intéresser à la culture de l'érable. Et elle, elle va le tromper. Et c'est comme ça d'un seul coup un jeu sur, enfin à la fois effectivement sur la sincérité de ce couple, c'est un peu une sorte de couple Barbie et Ken, et en même temps sur la sincérité du besoin d'authenticité de cet Adam qui va faire une sorte de retour à la terre, à la réalité, au concret, travail manuel qu'il ne faisait plus en cultivant Ouais. l'érable. Mais dans lequel il va quand même trouver une manière de vampiriser puis de coloniser les lieux de la famille à qui appartenait l'érablière. Donc, même dans son processus d'authenticité, il n'arrive pas à être autre chose qu'un genre de qu'un qu'un un prédateur immobilier qui vient comme raser les trucs puis venir mettre son nouvel évaporateur dernier cri, tout ça, puis qui va comme d'une certaine manière vouloir euh, aspirer leur authenticité, comme si c'était quelque chose qui s'achetait d'une certaine manière, ou comme si, en se tenant près de ces gens-là, il allait devenir lui aussi une chose à laquelle il aspire. Mais pour moi, euh, c'était périlleux d'écrire ce livre avec des personnages aussi antipathiques parce que je me disais, bon, les gens vont juste, ils vont les rejeter complètement. Je trouvais ça à la fois important que leur douleur soit authentique, c'est-à-dire que leur souffrance de vivre selon des codes qu'ils ont choisis, là, puis dont ils profitent totalement, euh, soit une vraie douleur, en fait, qui les pousse à perpétuer une sorte de violence sur les autres. Euh, euh, Involontaire, bien sûr, ils n'ont pas envie de faire mal aux autres, mais c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte que les gestes, les choix qu'ils font jour après jour ont un impact. C'est pour ça que pour moi, ce moment-là de la rencontre à Martha's Vineyard, de cet événement qui fracture les choses, ce que ça fait pour un et pour l'autre, ben pour un, ça l'envoie dans ce délire de j'ai failli mourir alors qu'il n'a pas vraiment failli mourir. C'est une collision sur la plage qui n'a pas vraiment qui a pas vraiment d'impact sur lui, alors qu'il en a sur la jeune fille qui, elle, a été blessée dans l'événement. Donc, lui, il se met à avoir super peur de mourir, ce qui le mène vers ses choix d'acheter une érablière, de devenir un sucrier. Et pour elle, pour sa femme, ce que ça fait, c'est comme une espèce de fracture à partir du moment où lui n'arrive plus à jouer son rôle de Golden Boy, de mari parfait, elle-même n'est plus capable non plus de jouer son rôle. Elle essaie de jouer le rôle de l'infirmière, de la gentille femme qui va continuer de s'occuper de lui dans sa douleur, mais elle se rend compte que c'est comme s'il y avait c'est comme si quand le miroir se fissure puis que l'image qu'on leur renvoie d'eux cesse de leur plaire, ils sont pas capables d'être dans la réparation de cette image-là, dans la réparation réelle de cette image-là. Ils sont obligés de prendre la fuite chacun de leur côté. Mais effectivement, c'est vraiment un ton plus distancié puis plus extérieur à moi, évidemment. Je mène pas la vie de Adam et Marion. Non, mais Dieu merci. c'est extrêmement fin. C'est oui, parfois un peu acide, mais effectivement, je suis d'accord, on n'a pas du tout envie de refermer le livre. Et puis en vous écoutant, je me disais,
au-delà de l'autopsie d'un couple, comme on dit, il y a peut-être aussi une réflexion sur le mode de vie des Québécois. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il voilà, il voulait recoloniser une terre, s'accaparer des choses. Est-ce Mm. qu'il y a en creux aussi une réflexion sur l'identité du Québec, du Canada, par rapport aux Premières Nations, par exemple? Ben, je veux dire, pas directement, mais dans les réflexions qui m'ont mené à construire le personnage d'Adam, il y avait un soir, je regardais la télé, puis il y avait un documentaire justement sur l'identité québécoise et sur notre rapport à l'érable. Et là, je voyais bon, un de nos grands poètes, très vieux poète, Gilles Vigneault, en train de parler avec un de nos conteurs célèbres au Québec, qui s'appelle Fred Pellerin, et ils parlaient donc ensemble de l'érable, puis de ce que ça signifiait, puis de la symbolique de l'érable. Puis j'étais là sur mon divan en train de me dire, je veux dire, bien sûr que ça fait partie de mon identité comme québécoise, le rapport à la nature, le rapport à la forêt. Euh, mais ces dernières années, il y a un effacement de l'aspect colonisateur de cette identité-là par notre gouvernement actuel qui est très frileux devant euh, qui a beaucoup qui refuse en fait de reconnaître l'aspect colonial bon, par exemple, il refuse, ces jours-ci, on a une discussion médiatique infinie sur le terme racisme systémique que notre gouvernement refuse de reconnaître, alors que tout le reste de la société le reconnaît, refuse de le reconnaître tout en disant qu'il y a un problème de racisme, particulièrement envers les Autochtones, mais ce n'est pas du racisme systémique, parce que ça voudrait dire, en fait, il confond systémique et systématique, et il y a vraiment de la difficulté à accepter qu'il a mal compris la définition au départ, mais derrière ça, il y a un objectif idéologique, puis un objectif électoral aussi. Et c'est celui de conforter cette espèce de fraction de la population qui a peur justement de se faire refuser son identité de Québécois si on reconnaît les torts de cette identité québécoise, comme si ça allait la salir, comme si tout à coup elle n'aura plus le droit d'exister, il va falloir l'annuler, comme cette peur de la cancel culture, ils ont peur qu'on annule l'identité québécoise. Mais moi, ce que je voulais explorer avec Adam, c'était cette idée que même comme pour beaucoup de gens qui s'en réclament, il y a en même temps un pillage de ce lieu-là qu'on habite, puis qui nous définit, quand on ne reconnaît pas la globalité de ce qui a existé ici, ce qui a été fait. Les Québécois francophones se définissent beaucoup comme un peuple opprimé ou qui a vécu une certaine oppression et en échange a beaucoup de difficultés à reconnaître ses propres comportements d'oppresseurs. Et bon, je nomme rien de ça dans le livre, évidemment, mais c'est ce que je voulais nommer à travers ce récit-là, à travers une trame narrative très personnelle, dans l'intimité de cet homme-là, c'est ça. C'est à quel point c'est difficile de laisser la place aux autres, à quel point même les choses qui nous semblent précieuses et fondamentales dans notre identité, on a besoin d'aller comme les cannibaliser d'une certaine manière, d'aller les piller, vraiment. Et l'espèce d'impasse liée à ça. Donc, ce ne sont pas des questions que j'ai abordées de front dans le livre. Je l'ai fait un petit peu plus dans ma pièce Hurlevent il y a quelques années où on abordait plutôt les violences faites à l'université, toute la question des violences sexuelles.
Et il y a toujours, pour moi, l'importance de mettre en scène des personnages qui ont des angles morts qu'ils ont de la difficulté à admettre. Mais cet aveu-là, c'est le point de départ d'une certaine réconciliation. Sans ces aveux-là, on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà. Pour moi, Adam est un chemin de destruction parce qu'il n'arrive pas à avouer ces choses-là de manière lucide. Parce qu'il se voit vraiment comme aimant cette chose-là, aimant cette vie, ce symbole. Il pense que, oui, mais parce que j'ai le sentiment d'aimer ces gens-là, je ne peux pas leur faire du mal. Vous ne pouvez pas m'accuser de leur faire du mal, c'est impossible, je ne peux pas recevoir ça. T'sais. C'est un discours qu'on entend beaucoup aussi médiatiquement au Québec. Vous ne pouvez pas nous accuser de ne pas aimer tel ou tel autre groupe de personnes. On les aime. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on est raciste, on les aime. Il y a comme une espèce de... Et en ne se rendant pas compte qu'en faisant ça, ils sont en train de mettre un mur, de créer une distance, puis de refuser d'entendre, en fait, ce qui est le contraire de l'amour. Voilà. Je me suis perdue un petit peu dans ma réponse. Mais merci, c'était passionnant. Merci beaucoup. On sent qu'il y a encore pas mal de matière à explorer. On sent qu'il va y avoir un troisième ou un quatrième. Je crois. Mais je pense que la prochaine fois, il faut que ça soit un peu moins acide parce que ça a été très pénible de vivre avec eux pendant 2 ans. Ok, on pensera à des personnages gentils Ben, aimables. Bon, si c'est pas ça, ça ne nécessairement. t'intéressera pas, peut-être Ouais, pas. mais peut-être ça va être pas très intéressant s'ils sont trop gentils et aimables, mais peut-être moins dommageable, peut-être moins. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Fanny Britt, Merci pour beaucoup à cette vous. interview. Bonne suite de journée donc, au Québec et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.